Depuis la nuit des temps, les immenses espaces du Far West n'avaient connu d'autres mouvements que ceux du vent et de l'eau. Et puis cette terre s'est animée peu à peu. D'abord sous les pattes des animaux, ensuite par l'installation des Indiens, et enfin sous les pas des trappeurs. Les premiers pionniers ont découvert les paysages intacts d'un monde à l'état pur, où les forces de la nature agissent sans la moindre retenue. D'abord intimidés par sa démesure, les colons s'installèrent sur une terre dont les limites reculaient sans cesse. Leurs récits émerveillés sur les richesses de l'Ouest faisaient beaucoup d'incrédules. Aussi, des expéditions scientifiques se mirent en route et rapportèrent les toutes premières photographies de contrées jusque-là légendaires. En cette fin du XIXe siècle, le Far West sortait de l'imaginaire et entrait dans le patrimoine des États-Unis. Les premiers parcs nationaux ont été créés à cette époque en l'honneur des seuls vrais monuments de l'histoire américaine. D'abord pour mieux les connaître, pour les protéger, et aussi pour les mettre à la portée de tous. Pour gagner les sites prestigieux du Far West, il faut composer avec les montagnes rocheuses. Elles ont freiné l'enthousiasme et la progression de plus d'un. Leur sommet domine plusieurs États qui se partagent les paysages les plus spectaculaires. Nichée à 1600 mètres d'altitude, Denver. La capitale du Colorado se dresse au centre géographique des États-Unis et aucune ville ne peut rivaliser avec elle à moins de 1000 km. Les Indiens menaient ici une vie tranquille, car aucun fleuve et aucune piste n'y passait. Mais alors, comment cet ancien village de toile peut-il posséder aujourd'hui un des plus importants aéroports du pays, dont la seule toiture défie les montagnes ? Longtemps restées infranchissables, les Rocheuses marquent la ligne de partage des eaux américaines. Les montagnes sont restées inhabitées pendant des millions d'années, préservant une nature vierge de tout contact avec l'homme. Quelques hommes comme Buffalo Bill ont contribué à vaincre les montagnes de la dernière frontière. Tout un pan du Far West repose dans la tombe de William Cody, le vrai nom de Buffalo Bill, engagé à 14 ans par le Pony Express pour porter le courrier à cheval jusqu'en Californie. Au milieu du XIXe siècle, il a suffi que l'on trouve de l'or dans ces montagnes inhospitalières pour que des milliers d'orpailleurs apparaissent. Si la fièvre est aujourd'hui retombée, le métal précieux exerce toujours le même attrait et beaucoup cherchent encore. Ce qui est intéressant, c'est que des gens de Denver, qui ont vécu là toute leur vie, montent jusqu'ici et disent « Vous voulez dire qu'il y a encore de l'or dans ces montagnes ?» Eh oui, nous avons toute une montagne ici. Nous exploitons un vieux lit de rivière. On ne creuse pas dans la roche. C'est de l'or gratuit. Vous avez juste à tamiser le sable, puis vous amenez l'or au bijoutier, et il vous paie cash. L'or vert a vite pris le relais. Les Rocheuses sont en grande partie couvertes de forêts, surtout de résineux que l'on croyait inépuisables. Mais ces arbres de très grande taille ne sont pas abattus à l'unité. Les coupes font donc disparaître des pans entiers de forêt. Les montagnes rocheuses font souvent penser aux Alpes. Elles ont le même âge, les mêmes silhouettes, et leur sommet taquine les 4000 mètres. Mais les Rocheuses sont plus humides que leurs cousines européennes, et grâce à une latitude plus favorable, elles autorisent la forêt à une altitude supérieure. Le parc national des montagnes Rocheuses est le plus élevé de tous, et malgré l'altitude,
la forêt le submerge en une marée de pin Douglas. À la fois léger et solide, cet arbre polyvalent est aussi à l'aise en sapin de Noël qu'en pâte à papier. Il n'est pourtant jamais aussi fier que dans la forêt qui s'étale comme un tapis sans fin. Si l'on sait garder ses distances, et surtout respecter le silence, la nature se laisse approcher. Elle se donne sans réserve et sans crainte. Les parcs nationaux ont réussi cette performance à condition que l'homme reste dans les sentiers battus. Et pour décrypter la nature, faire la différence entre un barrage de castors et un amas de branchages, il faut faire confiance aux rangers. Ce fonctionnaire fédéral patrouille sans relâche. Mais sa tâche essentielle est de transmettre ses connaissances tout en communiquant sa passion. Avec l'altitude, la végétation change. Les arbres disparaissent ou se rabougrissent et cèdent la place à une toundra d'herbes rases. Les animaux à découvert n'y sont pas plus farouches pour autant. Le tiers du parc national des Montagnes Rocheuses se situe au-delà de la limite des arbres. Pendant l'hiver, les vents polaires fouettent la terre dénudée et s'engouffrent dans les vallées glaciaires. C'est ce climat rigoureux et l'absence de métal précieux qui ont fait fuir la plupart des pionniers. Un petit pourcentage seulement de la population des États-Unis vit dans les montagnes rocheuses, à l'écart des grandes régions industrialisées. La faible densité de l'habitat facilite la conservation d'espèces animales comme le bison. Pour affamer les Indiens et ensuite pour son plaisir, l'homme blanc a bien failli l'exterminer. Le plus grand mammifère d'Amérique reste un animal sauvage qu'il vaut mieux ne pas approcher malgré son air placide. À cheval sur le Colorado et l'Utah, le Dinosaur National Monument a un profil géologique particulier. La roche austère et friable est formée en réalité de sédiments, de la vase et du sable déposés par les lacs et les cours d'eau pendant 150 millions d'années. Au tout début du XXe siècle, la région, plutôt délaissée jusque-là, fut prise d'une agitation inhabituelle. Des scientifiques débarquèrent avec leurs équipes après la découverte d'énormes fossiles. La présence de végétaux gigantesques révélait l'existence antérieure d'un climat chaud et humide. Dans cette roche, poinçonnée par les Indiens, les matières organiques imprégnées par la silice en suspension dans l'eau se sont fossilisées. À la suite de formidables plissements du sol, et grâce à l'érosion, des fossiles de dinosaures ont émergé des profondeurs de la Terre. Sur le site même de leur apparition, les ossements géants sont exposés dans leurs gangs de pierre. Les os s'entassent pêle-mêle sur plusieurs mètres de hauteur
car ils ont été charriés par les cours d'eau. On a donc retrouvé très peu d'animaux entiers. Dans le Dakota du Sud, c'est l'agriculture qui assure la plus grande part des ressources. Pourtant, dans le sud-ouest de l'État, des plateaux pelés résistent à toute exploitation. Le Badlands National Park n'offre au regard qu'une étendue de terre maigre. L'absence de végétation a simplifié le travail de l'érosion qui a complètement décharné le sol. Les Black Hills, les collines noires, sont dominées par le mont Rushmore. Au sommet se dressent les têtes monumentales de 4 présidents des États-Unis. Hautes comme des immeubles de 6 étages, ces têtes ont été taillées dans le granit par un ancien élève de Rodin qui leur a consacré 15 années de sa vie. Le projet prévoyait initialement de représenter la totalité des hôtes de la Maison-Blanche, à grand renfort de dynamite et à coups de marteau-piqueur. Les Indiens ont eux aussi donné à la montagne les traits d'un des leurs, le chef Crazy Horse. George Washington représente la fondation de notre pays. Il était bien sûr le leader de la guerre d'indépendance et est devenu après, par le choix du peuple, le premier président de notre pays. Thomas Jefferson a été choisi pour symboliser l'expansion de l'Amérique vers l'Ouest. C'est lui qui a acheté la Louisiane à la France et qui a acquis un tiers des États-Unis, du Mississippi aux montagnes rocheuses. Theodore Roosevelt représente une période de croissance pendant laquelle nous sommes entrés dans l'ère industrielle. Il a fait beaucoup pour les droits et les libertés des travailleurs. Il a aussi œuvré pour la protection de la nature et de nos richesses culturelles. Il a donc protégé des sites pour que tous les Américains en profitent. Il a contribué à la création de nos services des parcs et des monuments nationaux. Abraham Lincoln représente bien sûr la préservation de l'Union avec la guerre de sécession, qui fut la plus grave épreuve que l'Union ait connue, où le Nord et le Sud se séparèrent. Il nous a guidés dans cette période difficile. C'était aussi l'époque où on a aboli l'esclavage et il nous a gardés unis en un seul pays. La dernière scène de La mort aux trousses, le film d'Hitchcock, se déroule ici. Mais le tournage eut lieu en studio car le gouvernement américain refusa que l'on profane ce sanctuaire de la démocratie. Oh, play me some mountain music like Grandma and Grandpa used to play. Then I'll float on down the river to a Cajun hideaway. Drift away like Tom Sawyer, ride a raft with old Huck Finn, take a nap like Rip Van Winkle, days dreaming again. Oh, play me some mountain music like Grandma and Grandpa used to play. Then I'll float on down the river to a Cajun hideaway. Dans l'angle nord-ouest du Wyoming, à la lisière du Montana et de l'Idaho, le Yellowstone est le plus vaste des parcs nationaux américains. Son territoire s'étend à perte de vue au cœur de l'État le moins peuplé des États-Unis.
Les falaises de grès jaune qui bordent la Yellowstone River sont à l'origine du nom donné à l'endroit par les Indiens Sioux. Le terme Yellowstone apparaît pour la première fois sur une carte à la fin du XVIIIe siècle. Les premiers hommes blancs qui pénètrent ici sont des trappeurs. Ils cherchent des fourrures et tentent d'entraîner les Indiens à en faire le commerce. Mais l'exploitation des peaux animales s'épuise au milieu du XIXe siècle. Il faut alors attendre plusieurs années pour que la région s'anime à nouveau avec la découverte de pépites d'or dans le lit de la Yellowstone River. La Yellowstone River coule à l'échelle du continent nord-américain. Par l'intermédiaire du Missouri et du Mississippi, elle se jette dans l'Atlantique à 2000 km d'ici. Mais bien avant cela, elle traverse le Yellowstone Lake, l'un des plus grands lacs de montagne au monde. À 2400 mètres d'altitude, la surface du lac est prise par la glace pendant la moitié de l'année. Et même en été, la température de l'eau atteint rarement 10 degrés centigrades. Pour protéger la vie animale du parc, on a mené la vie dure aux prédateurs comme le puma ou le coyote. Certaines espèces en ont profité et se sont multipliées. C'est le cas du bison. Yellowstone est surtout connu pour ses bisons. Après qu'on ait tué tous les bisons dans les plaines, on laissa le dernier troupeau sauvage ici, dans le parc du Yellowstone. Les bisons qu'on voit ici sont les descendants de ce troupeau. Quand les premiers explorateurs sont venus dans l'Ouest, ils ont vu ces animaux. Ils ont trouvé qu'ils ressemblaient à des buffles qu'ils avaient vus en Afrique du Sud ou en Asie. Et ils leur ont donné le nom de buffalo. Mais le nom correct est bison, bison. Yellowstone est aussi connu pour ses ours. Il y a des grizzlies et des ours bruns. Mais on les voit rarement. Et de toute façon, il ne faut pas s'en approcher. Il faut les observer de loin. Yellowstone est aussi le refuge de milliers de cerfs. Ces animaux appartiennent à un écosystème très fragile. Pour maintenir un équilibre, le gouvernement fédéral a décidé en 1995 de réintroduire le loup dans le Yellowstone. Et depuis, les herbivores sont prudents. Le Yellowstone porte encore les traces laissées il y a des milliers d'années par le feu des volcans et la lave refroidie brutalement. Le Yellowstone porte aussi les traces laissées plus récemment par le feu du ciel. Été 1988. Un été particulièrement sec. Une nuit d'orage, la foudre alluma un incendie gigantesque qui dévasta un tiers de la forêt de pins séculaires. Aujourd'hui, la plupart des écologistes s'accordent à dire que le feu a été bénéfique, car il a contribué au renouvellement des espèces. Le Yellowstone brûle-t-il encore? Le feu couve-t-il toujours sous la cendre? Non. La vapeur résulte du mariage intime de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Les quatre éléments ont ici additionné leurs forces et animent le paysage de brumes improbables. Mis à part l'Islande et la Nouvelle-Zélande, l'énergie thermique de la Terre ne s'exprime nulle part aussi librement que dans le Yellowstone. La minceur de la croûte terrestre et la proximité du magma expliquent que la température du sous-sol atteigne un niveau 700 fois plus élevé que la normale. La moindre poche d'eau s'évapore en libérant dans l'atmosphère des gaz riches en hydrogène sulfuré. L'eau chaude n'est donc pas en ébullition, elle bouillonne sous l'effet du gaz.
Le Yellowstone est un endroit qui a connu à une époque une grande activité volcanique. Il y a une zone à haute température sous le Yellowstone d'où vient la chaleur qui alimente nos geysers et sources chaudes. Il y a aussi beaucoup d'eau sous forme de pluie et de neige qui tombe sur ce haut plateau, s'infiltre dans le sol à travers des failles, est chauffée et remonte à la surface sous forme de pluie et de neige. L'eau acide décompose la roche calcaire et la perfore comme une pierre ponce. Elle se charge ainsi de fines particules solides qui lui donnent cette consistance pâteuse. Plusieurs oxydes de métaux et même des organismes vivants, des algues et des bactéries colorent l'eau de teintes irréelles, tandis que les projections calcaires hérissent le sol de volcans miniatures. L'eau des sources les plus chaudes absorbe toutes les couleurs du spectre solaire, sauf le bleu qu'elle réfléchit dans toutes ses nuances. Là où l'eau chaude ruisselle, elle colonise le sol par ses dépôts calcaires. Les arbres touchés par cette marée minérale meurent plus ou moins vite selon leur taille et se pétrifient lentement. Le Yellowstone est le plus ancien des parcs nationaux américains. Il a été créé en 1872 pour protéger la nature tout en rendant possible l'approche de l'homme. L'incontestable réussite pédagogique des parcs nationaux fait parfois oublier que la vie animale y reste sauvage. Même s'ils ont l'habitude de côtoyer l'homme, les wapitis peuvent avoir des réactions imprévisibles. En suivant les chemins balisés et en respectant les distances, le Yellowstone s'expose sans réticence. À flanc de montagne, Mammoth Hot Springs, les sources chaudes du mammouth. Une avalanche de calcaire glisse sur la pente centimètre par centimètre. Chaque jour, 2 millions de litres d'eau chaude ruissellent ici et font onduler la paroi. Sous l'action de l'eau chaude, la roche calcaire se livre ici à toutes les facéties. Elle se fige en cheminée ou s'étale en terrasse. Certaines peuvent s'allonger de 20 cm en un an. L'eau riche en gaz carbonique dissout le calcaire, le transporte et le dépose là où bon lui semble. Le paysage évolue donc continuellement, modelé sans relâche par la main talentueuse d'un artiste invisible. Sur ce sol instable, il peut être dangereux de s'aventurer en dehors des itinéraires aménagés. Ailleurs, le bleu fascinant des piscines naturelles séduirait les baigneurs. Mais ici, dans une eau à 70 degrés centigrades, un plongeon serait mortel. L'eau thermale brouille les pistes. En vapeur ou en ruisseau, l'eau du Yellowstone adopte des comportements multiples. Et son apparence hésite entre le lagon tropical et la mare infernale. Parmi toutes ces façons d'être, l'eau du Yellowstone trouve son expression la plus spectaculaire à travers les geysers. On n'en connaît le mécanisme que depuis une centaine d'années. La plupart des geysers fonctionnent grâce à une combinaison de chaleur et de pression.
Dans la tuyauterie souterraine, si on peut l'appeler ainsi, l'eau circule, mais les failles et crevasses sont très étroites. Et cela augmente la pression sur cette eau. Alors que l'eau devient de plus en plus chaude, les bulles de vapeur deviennent de plus en plus grosses, augmentant davantage la pression, et finalement la pression due à cette vapeur éjecte l'eau hors de la faille située au-dessus. Cela relâche la pression et l'ensemble se transforme en vapeur et en eau bouillante sortant du système. La hauteur du jet dépend à la fois de la largeur du conduit d'évacuation, de la pression atmosphérique et de la force du vent. Le public est en place. Il attend le spectacle. Celui du Old Faithful, le vieux fidèle. Un geyser particulièrement constant qui envoie son jet à plus de 50 mètres de haut. Sa régularité en a fait le clou d'un véritable show à l'américaine. Un show qui a lieu à peu près toutes les 60 minutes. Un des premiers à faire visiter le Yellowstone et à croire au potentiel de la région fut le célèbre Buffalo Bill. Au sommet de sa gloire, il lança d'importants travaux d'irrigation pour valoriser une région qui porte désormais son nom, Buffalo Bill Country. Le cavalier légendaire ne s'est pas contenté de porter le courrier du Pony Express. Il s'est illustré par son coup de fusil et est entré dans l'histoire américaine par ses relations ambiguës avec les Indiens, dont il a été successivement l'ennemi et l'allié. Au tout début du XXe siècle, il donna son vrai nom à une petite localité qui lui rend un hommage permanent, Cody. Aussi habile en affaires qu'à la chasse, Buffalo Bill créa un spectacle itinérant dans lequel il jouait son propre rôle. Avec des centaines de figurants, le show se produira jusqu'en Europe et a certainement contribué au mythe du Far West. Aujourd'hui, le rodéo de Cody perpétue la tradition. Le rodéo est bien plus qu'un exercice pour cow-boys avides de sensations fortes. La population entière s'y retrouve, toutes générations confondues, et n'hésite pas à se moquer d'elle-même. Quand on prend de l'altitude par-dessus les vastes plaines, aussi loin qu'il porte, le regard ne rencontre pas d'entrave. Seul obstacle de taille, la chaîne des Tétons dresse fièrement ses sommets autour des 4000 mètres. Au XIXe siècle, à la recherche de peaux de castor et sur la trace des Indiens nez percés ou gros ventre, des trappeurs franco-canadiens pénétrèrent au Wyoming. Dans cette portion des montagnes rocheuses, ils découvrirent des paysages sublimes, parcourus d'une intense vie sauvage. Le parc national du Grand Téton préserve cette nature à grand spectacle. Les animaux faisant partie du spectacle, ils tiennent à satisfaire le public et apprécient même les bains de foule.
Le Grand Téton doit son nom, bien français, à l'imagination des trappeurs qui reconnaissaient dans ses formes celle des atours féminins. La profonde vallée de Jackson Hole est désignée par le mot trou, hole en anglais. Comme la petite ville de Jackson, la vallée porte le nom d'un fameux trappeur qui amassa une fortune considérable dans le commerce des fourrures de castor. Dans le Grand Téton, le gibier est tellement abondant qu'on élève les trophées de chasse en arc de triomphe. Ce parc national est d'ailleurs le seul, avec ceux de l'Alaska, qui autorise la chasse sur son territoire. Mais les animaux s'en tirent bien puisque les chasseurs doivent avoir été rangers avant de pratiquer leur sport. La rivalité entre les hommes blancs et les Indiens s'apaisa grâce au traité signé au XIXe siècle dans le Wyoming. Mais les Indiens ne supportèrent pas longtemps de voir leurs mouvements limités à leur territoire de chasse, et la lutte reprit de plus belle. Officiellement, le Wyoming est l'État de l'égalité, parce que c'est le premier qui a accordé le droit de vote aux femmes. L'État cow-boy est pourtant l'appellation la plus courante. Par rapport à la taille de la Terre, l'écorce terrestre n'est ici pas plus épaisse qu'une feuille de papier. Il y a 2000 ans à peine, une éruption volcanique recouvrit de lave toute cette région de l'Idaho. Ainsi naquit le Monument national des cratères de la Lune, qui porte bien son nom puisque la désolation du lieu et sa configuration en ont fait un terrain d'entraînement pour les astronautes. Malgré les apparences, la lave n'est pas stérile. Au contraire, sa richesse en éléments nutritifs est telle qu'en quelques années, une fois désagrégée, elle constitue un milieu fertile propice à la végétation. Pour l'éternité, telle est la devise choisie par l'Idaho. Depuis l'arrivée des premiers pionniers, il est vrai que peu de choses ont changé ici. Une exception, Atomic City, le site de la toute première centrale nucléaire au monde. Véritable don de la nature, l'Utah réunit tout ce que la création a conçu de plus grandiose. Une terre sauvage contenue au sud dans ses parcs nationaux et au nord dans le Grand Lac Salé, mais aussi une terre promise. L'agglomération de Salt Lake City concentre plus de la moitié de la population de l'État et préside à ses destinées du haut de son Capitole. Les Mormons ont fait de cette ville leur capitale. Au XIXe siècle, ils arrivèrent pour répondre à l'appel de l'ange divin, mais surtout parce que leur interprétation de l'Écriture sainte leur avait attiré pas mal d'ennuis dans l'Est des États-Unis. Ils fondèrent ici une nouvelle Jérusalem et une religion proche du christianisme originel, l'Église des saints des derniers jours.
À l'origine, les Mormons ont défrayé la chronique, surtout parce qu'ils étaient polygames. Pour répondre aux critiques, les pères fondateurs de la religion mormone invoquaient Abraham et les patriarches de la Bible, qui avaient tous plusieurs épouses. Bien que la polygamie ait été abolie, certains y ont vu une forme de discrimination sexuelle. En réalité, les Mormons entretenaient plusieurs femmes pour assurer leur descendance et leur avenir. Les Mormons forment une communauté dynamique qui a essaimé dans le monde entier. Elle compte environ 13 millions de fidèles qui cèdent 10% de leurs revenus à leur Église. Très durs au labeur, ils ont donné à l'Utah leur emblème, la ruche. Avec Salt Lake City, les Mormons ont créé une oasis là où n'existait qu'un désert, celui qui entoure le grand lac Salé, une véritable mer intérieure. Les premiers Blancs qui virent le lac crurent à une avancée du Pacifique. Le niveau de l'eau a beaucoup varié, et avec lui la teneur en sel qui peut atteindre 8 fois celle de la mer. En quelques milliers d'années, le lac a perdu plus de 4 fois sa superficie. L'évaporation lui a substitué un immense désert de sel. Bonneville Salt Flats. Les étendues salées de Bonneville offrent aux amateurs de vitesse pure une longue piste naturelle en sel parfaitement plane. Les plus rapides ont dépassé les 1000 km/h grâce à des bolides équipés de réacteurs auxquels seules les ailes manquaient pour décoller. En 1983, l'Anglais Richard Noble a atteint ici 1019 km/h. Le sel n'est pas l'unique richesse géologique de l'Utah. Bingham Canyon est la plus vaste mine de cuivre à ciel ouvert au monde et la plus grande excavation jamais réalisée par la main de l'homme. Son cratère s'enfonce à 1 km de profondeur. Pour obtenir 8 kg de cuivre, il faut extraire 2 tonnes de matériaux. L'Utah ne ménage pas ses efforts pour veiller aux bonnes relations entre la nature et l'homme. Certaines techniques de chasse, comme celle du tir à l'arc, contribuent à équilibrer les forces en présence. On chasse le cerf noir. Ce matin, on en a vu un groupe de 2 ou 3. Lorsque les Mormons arrivèrent ici, il n'y avait pas le moindre herbage et aucune tête de bétail. Pourtant, leur leader s'écria « This is the place », c'est l'endroit. Et avec des années d'un travail acharné, ils finirent par en tirer profit.
mesure la somme des efforts accomplis devant les pans de désert qui subsistent. Le petit Sahara est né quant à lui sous l'action du vent qui a rassemblé le sable abandonné par le grand lac Salé. Plus léger que le sel, le sable s'est accumulé en dunes gigantesques. La réputation des parcs nationaux du sud de l'Utah a largement débordé les frontières américaines. Dans cette région où la nature a donné libre cours à son génie créatif, la Terre a la mémoire longue. Ses failles et ses plissements, ses forces et ses mouvements se lisent aussi clairement que sur l'écorce d'un arbre ou sur la peau d'un serpent. L'érosion a déployé une énergie formidable pour modeler le paysage. Elle a rongé la pierre, un grès très tendre, issu d'épaisses couches de sable déposées il y a 150 millions d'années. Certaines tranches ont résisté, d'autres ont lâché sous l'action de la chaleur et du froid. Miraculeusement conservés, quelques pétroglyphes sont les seules traces d'une ancienne présence humaine. Ces pictogrammes sont indiens. Ils ont 2000 ans et sont du genre de ceux qu'on trouve dans les canyons. Ils étaient recouverts de graffitis. Dans le cadre du bicentenaire de l'Utah, chaque comté devait avoir un projet lié au patrimoine et nous avons choisi de nettoyer ces pictogrammes, de les restaurer et d'y joindre des informations. Les pétroglyphes sont littéralement des ciselures dans la pierre. Ils remontent à des rites indiens, restés pour la plupart hermétiques. Les plus anciens peuplements indiens datent dans cette région du VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais il faudra attendre le début de notre ère pour que ces Indiens, avant tout chasseurs et nomades, se mettent à exploiter les ressources du sol. Ils déserteront les lieux à la suite d'une sécheresse. L'érosion a travaillé ici avec un sens quasi théâtral de la découpe. Elle a inspiré John Ford ou Howard Hawks, qui ont donné à Hollywood des westerns mémorables, tirant toute l'intensité dramatique de ces décors somptueux. La Terre a connu ici des bouleversements que seuls les géologues peuvent expliquer. La raison pour laquelle on trouve tant de paysages spectaculaires et inhabituels ici, spécialement dans le sud-est de l'Utah, c'est que les montagnes ont été soulevées avec toutes les couches sédimentaires. Les La Salle Mountains ont été soulevées jusqu'à 4000 mètres, ce qui a brisé toutes les couches sédimentaires et les a fait apparaître de différentes façons, plus que n'importe où ailleurs. Rien qu'en Utah, les géologues ont identifié plus de 600 roches différentes formées à l'aube des temps par des températures et des pressions extrêmes. Le parc national de Capitol Reef met en évidence les mouvements incessants auxquels la Terre a été soumise pendant des millions d'années. Comme un ascenseur géant, ici, le sol s'est élevé en comprimant la masse des sédiments qui le recouvraient et qui apparaissent aujourd'hui en couches successives. Un gâteau monumental moulé par l'érosion. Avec la même violence, la région s'est effondrée en laissant l'océan l'inonder. L'eau a complété l'érosion et les traces de son action sont parfaitement visibles sur la roche. Certains pensent que la présence de la mer explique le nom Capitol Reef. Reef signifie récif. En fait, ces récifs correspondent plutôt aux obstacles que les rochers opposaient à la progression des pionniers. On doit à l'obstination des Mormons les premières implantations durables d'hommes blancs dans cette contrée.
L'ardeur à la tâche et la soif d'apprendre comptent parmi les principales caractéristiques des Mormons. La Fremont River a beaucoup aidé les Mormons à faire de cet endroit un jardin d'Éden, dont les bienfaits surprennent au milieu du désert. Mais c'est bien connu, la foi déplace les montagnes. Arches National Park se dresse comme un défi permanent aux lois de la pesanteur. Au premier abord, la roche semble posséder l'aplomb d'une muraille. Elle est formée de grès qui résultent de la déformation latérale de l'écorce terrestre et des pressions colossales qui l'accompagnèrent. L'érosion s'est chargée du reste, en rongeant la pierre chauffée à blanc par le soleil, éclatée par le gel, ravinée par la pluie et décapée par le vent de sable. Les parties les plus dures résistent à son travail de sape, mais parfois au prix d'un équilibre instable. Arches National Park doit son nom aux dizaines d'arches naturelles évidées par les contrastes de température et l'abrasion du vent et de la pluie. Pour les Indiens, ces arches conduisent le regard vers l'au-delà. En revanche, il faut absolument prendre de l'altitude pour apprécier la grandeur de Canyonlands National Park, l'écrin fantastique du Colorado et de la Green River. Canyonlands, c'est toute une partie du sud-est de l'Utah. Tout ça, c'est Canyonlands, parce que toute la région n'est constituée que de canyons. Les canyons ont été formés par la pluie. Les pluies sont parfois très violentes. Quelquefois, il peut tomber jusqu'à 50 cm d'eau en une heure. C'est comme cela que les canyons se forment. La plupart du temps, il y a seulement des petits ruisseaux. Mais lorsqu'une de ces pluies diluviennes survient, c'est relativement rare, mais fréquent à l'échelle de l'histoire de la Terre, alors toute la végétation est balayée avec la terre et les cailloux. C'est l'érosion qui continue et le soleil dilate la pierre. Et comme le grès conduit très mal la chaleur, un côté devient plus dur que l'autre, le côté dilaté se craquelle et puis se brise. La roche est exposée au soleil, qui la dilate et provoque l'effritement, comme vous pouvez le voir. La roche s'émiette dans la main. Ce n'est que du grès. Et tous ces morceaux de roche, même gros comme ça, se brisent et s'émiettent. Et retournent à la terre. Dans cet amoncellement rocheux, l'œil averti des géologues permet de faire la différence entre une arche ouverte par l'action combinée des éléments et un pont dégagé par la seule force mécanique d'une rivière. L'élégance et la vulnérabilité sont identiques. La plupart des pistes qui sillonnent le parc ont été créées dans les années 1950 par des prospecteurs d'uranium. La guerre froide provoqua en effet une ruée sur le métal radioactif, abondant dans les schistes argileux de la région. L'exploitation a cessé dans les années 1960, mais les parois rocailleuses en gardent les traces.
Les richesses du sous-sol sautent aux yeux. C'est dans de fascinants bassins géométriques que l'on récolte la potasse par décantation et par évaporation de l'eau. Dead Horse Point, le point de vue du cheval mort. Sujet au vertige, s'abstenir. Les cow-boys rassemblaient les chevaux sauvages dans ce gigantesque enclos naturel. De nombreuses bêtes y mouraient de soif, malgré la proximité du fleuve Colorado en contrebas. D'où le nom de l'endroit, un univers chaotique où l'homme a trouvé ses repères. Ces énormes rochers, je les appelle des champignons à cause de leur forme. Mais la nature supporte mal les étiquettes et elle reprend vite ses droits à la fantaisie et au hasard. Sur la route de la dernière frontière, les pionniers n'ont jamais pu chasser de leurs yeux l'image irréelle de paysages fugitifs, fragiles et grandioses. Leurs récits passionnés ont fait germer l'idée des parcs nationaux pour protéger cette nature et la mettre à la portée de tous. Au Far West, la mémoire de l'homme se confond avec celle de la terre.